j'ai connu Philippe Aldred dans les années comme étudiant à Versailles. Donc ils ont commencé à la suite de l'atelier Arach en 1900, début des années 70. Donc moi je l'ai connu comme élève, pas très directement comme élève. J'ai suivi quelques cours qu'il faisait à Versailles. Puis après, je l'ai connu, il m'a invité à reprendre ses cours comme vacataire à l'école de Versailles, ses cours d'histoire. Et ensuite, il m'a invité à rejoindre Assora, qui était l'agence quand il a voulu passer à la pratique opérationnelle, après avoir fait ses 3 grands livres. Et je l'ai connu comme co-auteur et comme ami, parce qu'on a passé pas mal de vacances ensemble, il y a quelques décennies maintenant. Et donc voilà, donc effectivement, je l'ai connu sur pas mal d'aspects. Alors, ce qu'il a apporté, c'est une manière de travailler et de convaincre très persistante. Pas droit dans ses bottes, parce qu'il était assez malin, assez rhétorique, mais malgré, c'était quand même pas une période très facile, parce que quand il a sorti ses bouquins, tout le monde a salué les bouquins. Mais comme il disait, l'analyse urbaine, ben, les gens font de l'analyse et puis après ils n'en font rien. Donc c'est vraiment pas la peine de faire des analyses ici pour ne rien en faire. Et projet urbain, sur lequel on a travaillé ensemble, lui, il a beaucoup travaillé à forger avec à nouveau l'expérience italienne et l'expérience espagnole, puisqu'il est en contact avec les deux. Et sur la question du découpage du sol. Et à ce moment-là, c'était tout à fait incompris. Pourquoi? Parce qu'on sortait des grands ensembles, et les grands ensembles, ou du mouvement international, et qui étaient freestanding, on disait que c'était la tabula rasa, mais en fait c'était parce que les types considéraient ils avaient d'énormes terrains, il faut construire des grands ensembles, donc c'était pas la peine tellement de se poser le problème de l'usage du sol, on posait ses briques, et puis on faisait 2000 logements un peu plus loin. Et donc, quand il a commencé à enseigner ça, avec l'observation effectivement de l'îlot à la barque, et principalement sur ce sujet, c'est comment le terrain est divisé. Son grand regret sur l'îlot à la barre, souvent discuté même à la sortie du bouquin, c'est de ne pas avoir pris l'exemple de Cerda à Barcelone, parce que ça le passionnait, et puis il avait tous les contacts là-bas, toutes les publications, on allait régulièrement là-bas. Et donc, comme c'est un laboratoire vivant de la fabrication du découpage à partir d'une grille simple, encore mieux que New York, grille carrée, donc voilà. Et donc cette question du découpage du sol comme étant absolument structurant de la façon à côté d'avoir des tracés, des voiries qui sont des choses un peu fixes, qu'on fixe au départ, le découpage du sol, c'est cette marge d'appréciation qui va permettre d'adapter, de diversifier, etc. Et ça a été compris assez vite comme mais c'est le parcellaire médiéval, donc vous êtes passéiste. Et comme parallèlement, les thèses ont été prises, ça c'est la victime des thèses qui ont du succès, c'est qu'ils sont après récupérées, détournées, incomprises, etc. Ça fait partie un peu de l'exercice, mais enfin, c'était pas très agréable. Et donc, vous êtes quasiment médiévaliste. Voilà. Sans comprendre que justement, c'était un enjeu de souplesse, le découpage, et puis c'était un enjeu de réalisme. C'est-à-dire que le foncier, vous avez beau vous raconter des histoires, même en Union soviétique, avec la collectivisation du sol, vous avez des problèmes de découper le sol, des usages pour balayer la neige, par exemple. Ce qu'ils ont eu après 89, ils ne savaient plus où s'arrêter et refaire des parcelles pour construire, parce qu'il n'y avait plus de droit de propriété, mais en réalité, ils ont très très bien su les refaire à partir de l'usage. Et donc, c'était, à mon avis, c'était un apport essentiel, parce on a expliqué, dans le projet urbain, on a montré toutes les variantes, etc. Et en même temps, la grande satisfaction, c'est qu'au bout d'un moment, c'est devenu une évidence pour tout le monde. Et donc personne ne pouvait plus faire une ZAC, même si on était sur les ZAC, ou une opération d'aménagement un peu importante, parce qu'on s'est dit en plus les aménagements un peu importants, elles ont des incertitudes, la crise de 2008, etc.
elles ont des incertitudes financières sur l'immobilier. Et donc, si vous avez un objet de souplesse comme le découpage, vous pouvez manœuvrer de façon plus libre. Par exemple, si vous essayez de convaincre des Chinois de faire pas des gigantesques îlots, c'est en général ça qu'il faut essayer de leur dire. Camarades, si vous redivisez en 4 votre super quadrat, super de 1000 mètres par 1000 mètres, peut-être si vous ne faites pas tout dans les mois qui viennent, parce que les raisons comme ça, vous aurez plus de souplesse. Donc pour revenir à Philippe, pour moi c'est vraiment le nœud principal qu'il a expliqué. Voilà. Et puis une capacité à être très clair et à illustrer. Et puis une capacité dès le départ aux étudiants à leur dire regardez ce que vous voyez ce que vous regardez. C'est-à-dire, il faut déjà apprendre à voir, apprendre à marcher, apprendre à pousser les portes, apprendre à aller regarder derrière ce qui se passe. Voilà, donc on a beaucoup fait ça ensemble. Il a beaucoup fait ça tout seul après dans ses voyages. Bon, j'ai continué à faire beaucoup ça à l'international aussi. Et donc, voilà, c'était à la fois effectivement un enseignant conférencier très clair, très pratique. Il savait écrire très bien, sujet, verbe, complément. Et donc, il savait nous dire, nous apprendre à écrire un peu mieux que sortir du jargon. Il était intéressant. C'est ce que j'ai essayé de dire à son enterrement. Il était plus que important. On va le voir, c'est pas à moi de juger, je ne fais pas un peu de l'affaire, mais intéressant. Donc il était intéressant, il pouvait venir sur des sujets de culture urbaine, de bouffe, je sais pas quoi, de littérature, mais tout en ne perdant jamais le fil de ce qu'il voulait transmettre. Donc je pense qu'il intéressait les étudiants, ce qui est quand même pas si fréquent de ça. Et plutôt une idée par cours, ce qui est aussi un bon précepte. Et donc en ça, il était un bon enseignant. Il croyait aux exercices, par exemple, et pas aux projets interminables où on veut tout dessiner jusqu'à la poignée de la porte. Donc il croyait beaucoup à la formation par des petits exercices. Voilà, on fait un exercice de découpage, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus, on fait des variantes de tracé, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'était plutôt un peu ça sa méthode. Et après, il était aussi, il y a un aspect qu'on connaît peut-être moins, mais il était assez militant au SNESUP, qui était le syndicat des profs de l'époque pour les statuts de profs. Et puis on a monté ensemble avec Jean Harry, qui est enseigné ici, le mouvement des ateliers publics. Donc voilà, il est déjà une position installée, mais ça n'a pas du tout gêné pour au moment où c'était plutôt banlieue 89, le truc, de penser qu'il fallait, avec la décentralisation, c'est ce qu'on pensait ensemble, avec les décentralisations, il y avait une opportunité de développer des projets urbains et qu'une partie des équipes des ateliers publics qui travailleraient auprès des collectivités locales, et ça c'était un moment assez spécial, devait faire de la maîtrise d'œuvre. En fait, ce qui s'est passé, je pense que là aussi il faut revenir un peu à la source de ça, c'est qu'il y a eu le certificat Ville orientale créé par Gilles Clément, qui était un programme formidable. Gilles Clément étant très diplomate, un architecte qui était à UP8 puis à Belleville, et qui a eu l'idée qu'on pouvait faire des accords avec... alors, il y avait un groupe au Moyen-Orient, il y avait un groupe en Asie, parce que lui connaissait bien l'Asie, et donc il a commencé à développer des groupes qui se déplaçaient. On partait avec des étudiants, enfin moi je ne l'ai pas fait, mais
On partait avec des étudiants, les étudiants faisaient des relevés de terrain, ils revenaient, ils faisaient un projet. Grosso modo, c'était ça le schéma. C'est un peu, pas très loin peut-être des ateliers de Sergi. Donc lui, assez vite, via Jean-Charles de Paul, avec qui il avait travaillé sur de l'îlot à la barre, il a, Jean-Charles de Paul qui était devenu un anthropologue arabisant, connaissant très bien le Caire, il a commencé à travailler sur le Caire et sur les territoires agricoles du Caire et la façon dont ils sont urbanisés. Donc il a fait ça avec Sousan Noël. Et puis de fil en aiguille, il s'est plus arrêté. Donc, voilà, je ne sais pas tout son pédigré. Après, il a fait beaucoup en Amérique du Sud. Donc, il était invité là-bas dans plusieurs endroits. Et puis il a circulé. Donc, Brasilia, Rio, Bénézère, Bogota, le Chili, enfin un peu partout. Et donc là, il a apprécié la salsa. Donc, il est devenu bon danseur de salsa. Et il a renforcé ce réseau international, par ailleurs en gardant des relations avec Sola Morlas, qui est malheureusement disparu trop tôt lui aussi, qui était vraiment à la pointe et de façon très continue. On continuait à travailler sur ces questions de urbains, de projets urbains, en cherchant d'autres pistes, en voyant comment mieux articuler l'architecture. Parce que, si vous voulez, je reviens un peu sur le malentendu avec le parcellaire. Ce malentendu, après, s'est aggravé d'une certaine manière, puisque les gens ont inventé le concept d'architecture urbaine. Je ne crois pas que ce soit dans ces termes. Lui, il n'employait pas le mot morphologie, il s'intéressait à la typologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications de texte. Il a fait un très bon article sur typologie dans les cahiers de la recherche, auquel je peux vous renvoyer. Et tout d'un coup, architecture urbaine, ça a consisté justement à faire un décor un peu passéiste ou postmoderne, comme on disait à l'époque, pour dire, nous, on est urbain. Voilà. Et en réalité, c'était un décor de façade. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle maintenant la dimension cachée du projet urbain, c'est que derrière cette façade, c'était facile de dire c'est une ville de carton. Et donc, d'une certaine manière, c'était une façon aussi d'attaquer ce qu'on a appelé les morphotypos à l'époque, de dire, bon, il ne s'intéresse pas à l'architecture, donc c'est le décor, et il ne se passe rien derrière. En plus, il ne se passe pas d'usage parce que c'est purement de la façade. Ça, c'est un malentendu qui était un peu difficile à contraindre. Donc il a commencé à dire que les questions de style ne l'intéressaient pas. Il a fait un article assez mordant en 1980 quand la revue AMC a donné de la place à tous les ténors des années 70-80, donc Castro, Garmac, etc., ont fait des papiers. Et lui, il a fait un papier qui s'appelle Soyons modernes, Chichi, qui est un papier assez drôle, où il explique que lui aussi il a un frigidaire, une voiture, et que la question de savoir si la fenêtre est longue ou horizontale n'est pas son premier sujet. Ce qui, alors évidemment, pouvait être interprété comme alors il s'en fout. Évidemment, c'était pas ça qu'il voulait dire en disant ça.